ce que je crois, c'est que toi, il te faut supporter d'être mesure. Bonjour Barbara Cassin. Bonjour. Vous êtes philosophe, helléniste, académicienne. Vous êtes à l'origine du programme Les Intraduisibles en philosophie. Où en est ce programme aujourd'hui? Et nous allons parler des intraduisibles en monothéisme que vous faites. J'ai travaillé sur les intraduisibles, je travaille toujours sur les intraduisibles. Je ne sais pas ce que c'est qu'un programme, mais parce que je ne suis plus au CNRS, donc il n'y a pas de programme comme ça. Simplement, j'ai fait un dictionnaire des intraduisibles en philosophie, qui s'appelle Vocabulaire européen des philosophies, mais qu'on appelle Dictionnaire des intraduisibles, et qui est lui-même traduit, c'est-à-dire réinventé dans une douzaine de langues maintenant. Et puis, nous travaillons avec un groupe de collègues et d'amis sur un nouveau dictionnaire qui serait un dictionnaire, ou qui sera, j'espère, un dictionnaire des intraduisibles des trois monothéismes. Alors je ne sais pas trop ce que veut dire monothéisme, parce qu'il y en a peut-être plus que trois. Ceux dont on s'occupe, c'est-à-dire en gros la Torah, la Bible et le Coran, sont peut-être pas si monothéistes que ça. Enfin bon, bref, on appelle ça entre nous les trois whatever. Ce projet donne lieu à un podcast avec votre équipe de l'Institut du monde arabe. On a un séminaire régulier à l'Institut du monde arabe. On va avoir un séminaire à la Fondation des Treilles en juin. Et il se trouve qu'on a fait un podcast pour l'Institut du monde arabe qui s'intitule Trois dieux et qu'on retrouve parmi les podcasts de l'Institut du monde arabe, où j'ai un peu inquiété, naïvement on va dire, c'est-à-dire méchamment, les chefs d'équipe. Donc j'ai demandé à David Lemler, qui s'occupe de la Torah, puisque ce qui nous intéresse, c'est évidemment les mots en langue. Hein. Donc je lui ai demandé, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce Dieu? Dieu, là, ton Dieu, tu ne peux pas l'écrire, tu ne peux pas le nommer, mais il faut expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui est, au fond, mes questions portent sur ce qu'il y a de bizarre dans une religion pour une autre. Alors, pour la Bible chrétienne, la question que j'ai posée, c'est mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de monothéisme alors qu'il y a trois personnes? C'est quoi ces trois personnes? Et puis, à propos du Coran, la question que j'ai posée à Bachir Diagne, c'est enfin, Allah, c'est un nom propre ou un nom commun? Ça veut dire le Dieu ou c'est un nom propre? C'est Allah. Voilà. Et chacun de nous a répondu, enfin, chacun d'eux a répondu. Et en même temps, ensuite, nous avons fait une espèce de potlatch à quatre voix. C'est un dictionnaire des symptômes de la religion. C'est un dictionnaire des symptômes, en effet, considérer les mots comme des symptômes, je dirais pas, peut-être pas de la religion, mais des symptômes des textes autour des textes dits sacrés. Voilà. Et au fond de la différence entre ces textes. Comment est-ce qu'on dit Dieu à chaque fois? Comment est-ce qu'on dit croire? Comment est-ce qu'on dit l'autre? En quelle langue est-ce que ça se dit? Enfin, en quelle langue les textes sacrés sont-ils révélés s'ils sont révélés, traduits s'ils sont traduits, etc. C'est l'historicisation de ces traditions religieuses. Vous dites travailler sur le langage permet de ne pas prendre les armes, c'est la perspective? Oui, bien sûr. C'est pas seulement historique, hein, c'est aussi bien philologique, aussi bien... Enfin, c'est toutes les sciences en même temps toutes les sciences du texte sont là, et l'histoire en est une, évidemment. Et l'idée, c'est qu'en effet, peut-être ainsi, à travailler autour des mots en langue, eh bien, on sera moins attiré par les fondamentalismes. Vous travaillez aussi sur un autre ouvrage, vous avez mentionné cela, mais quel rôle peut encore jouer la philosophie dans une époque saturée d'informations et de discours? Alors vous préparez un livre sur Trump et Poutine, d'analyse. Oui, c'est à peine ébauché, hein. Ça sera un tout petit livre. C'est-à-dire que je pense qu'en effet, il se passe des choses avec le langage, chez Trump et chez Poutine, pas les mêmes, mais peut-être quand même
d'une certaine manière analogue, c'est-à-dire que j'essaye de comparer, ou je vais essayer de comparer, la manière dont Trump évacue des mots, comme s'il évacuait des choses. Donc il a une confiance folle dans le langage, puisqu'il pense que quand on éradique certains mots, ben, peut-être on va éradiquer aussi certaines choses. Et puis la manière dont... Donc bon, tout le monde sait que Trump, il a à peu près le langage d'un enfant de 7 ans. Hein. Et puis Poutine, il a aussi un langage très particulier. Il est plein, ses mots, ses phrases sont très liés au mat, c'est-à-dire à l'argot des bas-fonds. Et c'est pour ça qu'il est difficile à traduire aussi. Et parce que quand on regarde un petit peu, on dit que le mat, au fond, tout tourne autour d'un seul mot qui veut dire à peu près nique ta mère, quoi. Et bon, il y a de la grossièreté là-dessous, de la grossièreté très très forte. Donc, d'une certaine manière, les deux sont grossiers. Et j'essaye de voir ce que ça implique par rapport à l'Europe. Mais en tout cas, ils sont tous les deux terriblement hostiles à l'Europe, comme si, au fond, ce que je me dis, c'est que peut-être la seule manière de leur répondre, c'est justement la culture. Barbara Cassin, votre travail tourne autour du langage, ses pouvoirs et de ses pièges. Une dernière question, comment transmettre aujourd'hui un goût du langage à une génération qui vit dans l'instantanéité du numérique? Mais le numérique est un langage, et puis il y a du langage dans le numérique. Et je pense que, je ne sais pas comment on transmet, mais je crois que la seule chose que je puisse enseigner, ou que j'ai envie d'enseigner peut-être, c'est à juger. Le jugement, c'est ce que Hannah Arendt appelait la faculté politique par excellence. Et au fond, je crois en ça. Je me suis intéressée au départ en philosophie grecque aux sophistes, et peut-être le plus remarquable des sophistes, c'est Protagoras, qu'on accuse d'être relativiste. Hein. Platon dit, ouais, tu dis, l'homme est la mesure de toute chose, mais un homme dirait bien, mais un cochon dirait, le cochon est la mesure de toute chose. Donc bon, quelle horreur. Et Protagoras répond, c'est Platon qui lui fait répondre, hein. Répond, oui, ce qui compte, ce que je crois, c'est que toi, il te faut supporter d'être mesure. Autrement dit, toi, tu dois juger. Et au fond, c'est ça la vraie leçon du relativisme, c'est toi, il te faut supporter d'être mesure, vas-y, juge. Merci pour cette idée, cette phrase, pour tous ceux qui nous regardent, merci beaucoup. Merci à vous.